Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le moment est-il venu d'aller au dialogue entre toutes les composantes de la société nigérienne à la faveur de la récente sortie de plusieurs organisations de la société civile? On est tenté de répondre par l'affirmative. Ces dernières ont en effet lancé un appel au dialogue, au respect de l'état de droit, mais aussi et surtout, avec en toile de fond, l'insécurité qui déstabilise plusieurs régions du pays et entrave les activités des civils. Opposition et régime sont-ils prêts à dialoguer? Quel préalable à ce dialogue demandé par la société civile qui, pour conduire le dialogue et pour quel résultat? Niger appelle au dialogue de la société civile la solution pour relancer le pays face à ces défis. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. On revient juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui, Djibril Oumarou, bonjour. Bonjour, M. Johannes. Vous êtes directeur de communication du MPN Kishin-Kassa, c'est un parti donc d'opposition au Niger. Vous êtes également secrétaire général du cadre Debout, Niger Debout, un cadre qui regroupe des partis politiques d'opposition et des mouvements au sein de la diaspora nigérienne. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Ma première question est pour vous, Djibril Oumarou. On a suivi donc cette actualité-là. Les centrales, les organisations syndicales qui estiment, la société civile dans une plus large mesure, qui estiment qu'il faut aller au dialogue. Selon vous, est-ce qu'il est important de parler dialogue aujourd'hui au Niger? Oui, bonjour, M. Jonas. Et je salue par la même occasion tous vos téléspectateurs. Oui, absolument. Comme j'ai eu à le dire, le Niger est un pays très fragile qui sort d'une élection qui a été contestée. Et nous pensons que le dialogue est impératif. Nous pensons qu'il n'est pas possible d'avancer au Niger dans la paix, dans la sécurité, et relancer le pays, et faire sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve, sans pour autant tendre la main. Et quand je parle de tendre la main, je parle donc de faire de la société civile, les partis politiques de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, de les amener sur une même table et d'essayer vraiment de diagnostiquer le problème au fond et de faire avancer le pays. Voilà ce que nous pensons par rapport à cette question-là. Alors, après l'investiture donc, du président Bazoum Mohamed, la société civile donne de la voix. Est-ce que cet appel, selon vous, est nécessaire? Emel Guérin. Oui, absolument nécessaire. Tout appel au dialogue pour la paix dans ce pays est nécessaire. Et je pense qu'il était important que la société civile s'entende pour appeler les politiques d'abord à un dialogue. Ensuite, cette société civile a exhorté au nombre d'une ribambelle de préconisations les autorités à respecter l'état de droit. Les autorités, en l'occurrence l'opinion, la liberté d'opinion et d'expression, parce qu'ils estiment qu'il y a plus de 400 jeunes et femmes qui sont arrêtés pour délit d'opinion et qu'elles exigent la société civile absolument leur libération immédiate. Et je crois que le gouvernement doit essayer de les entendre pour éviter de priver quelqu'un de sa liberté pour ses opinions. Ce n'est pas bien dans une démocratie. Ensuite, le troisième volet le plus important et le plus, pour ma part, primordial, qui fait partie aujourd'hui des défis majeurs de toute l'Afrique subsaharienne, c'est la sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Niger fait partie de ce groupe G5
qui étudie G5 Sahel. G5 Sahel, qui est en proie aujourd'hui, qui est sous le joug de l'insécurité djihadiste. Donc c'est très important parce que sans la sécurité, et le président nouvellement élu, Bazoum, l'a dit clairement lors de son discours d'investiture, et que sans la sécurité, toute sa politique ne peut pas être mise en place. Aucunement, surtout l'éducation, rien ne peut être mis en place. Donc, il est nécessaire que la sécurité aujourd'hui intéresse tout le monde. Et sans cette sécurité-là, parce que vous savez, la société civile a également dit une chose très importante. Les différentes crises post-électorales que nous observons aujourd'hui en Afrique posent un grand problème et ouvrent, signent un chèque à blanc pour l'insécurité, surtout liée au djihadisme. Parce que lorsqu'il y a tension, il y a crise au niveau des politiques à l'intérieur, ça laisse des fissures pour l'insécurité. Et vous savez, les jeunes aujourd'hui sont enclins à ces recrutements pour servir le djihadisme. Alors, Djibril Oumarou, on l'a compris, vous êtes prêt à aller au dialogue. Et y a-t-il des préalables à votre niveau avant d'aller au dialogue? Bon, écoutez, moi, je pense que chaque structure de la place a sa façon d'aborder le sujet. Et par rapport au parti politique auquel j'appartiens, en fait, le parti, nous sommes dans ce qu'on appelle la CAP 2021. C'est une coalition de partis politiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler. Et depuis l'élection présidentielle, en fait, depuis la validation donc, de Bazoum par la Cour suprême en tant que le nouveau président. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Nous ne partons pas en solo. Nous partons dans ce cadre, comme je l'ai dit, de la CAP 2021. Des préalables, oui, certainement, parce que même au niveau de notre parti politique, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, mais par après, qui ont été libérés. Et il y a d'autres partis politiques de l'opposition dont les militants sont encore embastillés. Et la société civile, comme l'a dit mon collègue sur le plateau ici, plus de 400 personnes sont quand même dans les geôles du régime. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir un environnement sain de dialogue sans que cette question fondamentale des droits humains, des droits de l'homme ne soit pas quand même résolue? Et donc, nous estimons que s'il y a préalable, c'est d'abord la libération de tous ces prisonniers d'opinion. Je rappelle que ce sont des prisonniers d'opinion. Et dans un pays démocratique digne de ce nom, quelqu'un ne doit pas être emprisonné. Nous avons des collègues, même dans le cadre de Debout Niger Debout, qui sont présentement en prison. Et donc, vous voyez, ça devient un problème sérieux dans ce pays après avoir organisé des élections, que toute opinion, tout activiste qui exprime son opinion par rapport à la façon dont les élections se sont déroulées, par la manière dont Bazoum est venu au pouvoir, est directement sur écoute et puis arrêté, interpellé et emprisonné. Donc, nous ne comprenons pas cela. Nous demandons à ce que tous ces gens-là soient libérés et pour qu'on commence quand même l'entame des dialogues et voir comment on peut évoluer. Parce que, comme l'a dit l'autre sur ce plateau, il y a la question de la sécurité. Et voilà, donc pour vraiment que cette question de sécurité soit résolue, il faut vraiment qu'il y ait d'abord ces cadres sereins où il y a la paix, la quiétude, avant donc d'aborder ces questions très, très, très importantes pour la vie de notre nation, le Niger. Alors, Emile Guérin, qu'est-ce qui empêche pouvoir et opposition de s'accorder sur l'essentiel? On a vu au Niger, je ne trahis aucun secret en disant que ça va faire peut-être bientôt 10 ans que le climat politique semble vicié, où on voit opposition et régime à couteau tiré. On ne s'entend pas beaucoup, des opposants qui se retrouvent à avoir maille à partie avec la justice, qu'ils aient raison ou tort. Je ne juge personne. Mais qu'est-ce qui explique ces clivages-là? Ce n'est pas forcément le fait du Niger, on le voit dans d'autres pays. Oui, exactement. C'est en cela que cette situation, cet état des choses est systémique. C'est les systèmes post-coloniaux qui sont mis en place dans nos États
qui pose problème, réel problème. Et vous allez constater que toutes les élections présidentielles, législatives et communales ont été faites avec crise dans tous ces pays, que ce soit le Niger, la Centrafrique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, partout, il y a crise. Le Congo, on en parle, le Tchad également. Vous voyez, donc c'est le système mis en place. Donc, et par rapport à ça, l'opposition aussi, vous savez, malgré les alternances, ce problème existe. Quand l'opposition a cessé de pouvoir, Issoufou, le président sortant, a été opposant dans ce pays. Et arrivé au pouvoir, les mêmes choses continuent, ainsi de suite. C'est que c'est le système qui est fait comme ça. Et c'est ce système dont il faut en parler, dont il faut débattre pour voir quelles sont les possibilités de changer les choses afin d'apporter réellement la possibilité à la population de s'exprimer effectivement. Parce que là, on constate que les résultats issus des urnes ne reflètent pas forcément la volonté populaire. Et donc, ça met en marche la population. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de revendications. Et lorsque dans certains pays, l'insécurité étant sur place et que certaines franges de la population arrivent à avoir des armes à la main, et voilà ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, les rébellions. La situation du Sahel et de l'Afrique subsaharienne est très particulière en ce sens que cette insécurité liée au djihadisme est un défi majeur, je le répète, et qu'il faudra l'apport de tout le monde, que ce soit l'opposition, que le pouvoir en place, et que l'opposition aille dans des propositions. Pourquoi? J'ai écouté l'opposition lors de la tentative de coup d'État dont a été victime et Issoufou. Heureusement que ça a échoué. L'opposition dit que c'est le pouvoir même en place qui aurait imaginé ça pour se faire valoir. Ça pose un problème. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de faire des arrestations au Bénin. Je crois, hier, le lundi, enfin dans la semaine, le Sani Karouza a été arrêté. Le principal meneur présumé de cette tentative a été arrêté et remis aux autorités. Le 20 avril dernier, il y a eu un lieutenant et un adjudant qui ont été arrêtés. Ça veut dire que c'est factuel. Alors que l'opposition disait que c'était une mise en scène par le pouvoir. Donc ces failles, ces manques ce dysfonctionnement de jugement de valeur au niveau de l'opposition pose problème. Voilà que l'opposition repense à faire des propositions concrètes, surtout par rapport à la lutte contre l'insécurité qui est en train de sévir des milliers de civils. Parce qu'aujourd'hui, le dernier rapport de l'ONU fait état de 29 millions de civils réfugiés ou déplacés. Et 5 millions de plus depuis l'année dernière. Ça pose un problème. Et malheureusement, les politiques, c'est-à-dire l'élite politique, ne vit pas cette situation dramatique, tragique de la société civile. Donc il faut aller à des propositions concrètes et je pense qu'il faut tenir compte dans les négociations de la société civile. Il ne faut pas faire de ce dialogue un dialogue politique. Ce sera une erreur que nos dirigeants ont l'habitude de faire. Il ne faut pas faire de ce dialogue un dialogue politique. Il faut en faire un dialogue national. Un dialogue citoyen. Et qu'il faut écouter réellement la société civile, la population. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Voilà. Djibril Oumarou, oui, vous vouliez réagir. Allez-y. Oui, en fait, j'aimerais souligner un aspect très important par rapport à ce que Hamel vient de dire, et par rapport à ce fameux coup d'État. La question, c'est vrai, l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition, s'en doutait. Est-ce que c'est vraiment un coup d'État qui est digne de ce nom? Vu qu'il n'y avait que 3 pick-up, avec 3 pick-up, est-ce qu'on pourrait faire un coup d'État? Ça donnait quand même des doutes. Mais le problème qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a eu ce coup d'État-là. C'est ça la question. C'est pourquoi, que ce soit un coup d'État bien organisé, mal organisé, qui a échoué ou qui n'a pas échoué, la question fondamentale, c'est d'avoir même l'idée de coup d'État. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les choses ne marchent pas. C'est parce que les choses ne marchent pas. Parce que si tout marche bien, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, si tout le monde a accepté le résultat des élections, si tout le monde est d'accord sur la manière dont les élections ont été organisées, alors il ne devrait pas avoir un couac au niveau de la grande miette qui est l'armée. Et donc, moi, je pense que c'est dans ce angle-là qu'il faut voir la question. Maintenant, par rapport à la question sécuritaire de manière générale, nous continuons à dire que
d'abord, le Niger est en proie, comme vous le constatez vous-même. Il y a des foyers de crise partout, au Mali, au Tchad, au Nigeria, dans le nord du Nigeria, partout. Donc, franchement, on a besoin d'une quiétude et en tout cas, le dialogue doit être franchement mis au devant de tout. Et l'intérêt partisan, l'intérêt clanique et tout ce qui s'ensuit doit être classé. On doit mettre l'intérêt du pays en première position. Et c'est ça qui nous importe, nous, Nigériens. C'est la sécurité d'abord. Et ensuite, c'est la démocratie, la bonne gouvernance. Parce que, comme je l'ai dit dans une autre émission, depuis mars 2020, nous sommes pratiquement en mai 2021, plus de 15 mois, je vais dire, qu'il n'y a pas une marche pacifique autorisée au Niger. Chaque fois que les organisateurs déposent une requête pour faire une marche pacifique, ça a été toujours annulé. Donc pourquoi en aval et en amont des élections, c'est-à-dire avant et après les élections, les marches ont été interdites? C'est pour préparer quelque chose quand même. Vous voyez, donc nous de l'opposition, nous pensons que c'est flou. Et il y a quelque chose qui a été tramé, et voilà, aujourd'hui, on nous met devant le fait accompli. Alors, et donc, oui, Oumarou, les résultats issus des urnes, vous les contestez au Niger. Est-ce que vous êtes toujours dans cette position-là, ou votre position au sein de la CAP 2021 a changé entre-temps? Absolument, nous maintenons notre cap sur le fait que le président Mamadou Ousmane a été élu. Mais comme nous sommes des légalistes, je l'ai dit, tout doit être contesté dans le cadre légal. Et avant même la validation du résultat final qui a donné donc Bazoum Mohamed comme gagnant, nous avons passé par les voies légales. Nous avons déposé des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Ces requêtes ont été rejetées, annulées, ou voilà. Donc, vous voyez, nous sommes dans le cadre légal. Nous n'allons jamais appeler à une insurrection, à des marches violentes, à des journées villes mortes. Et ça, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous travaillons dans le cadre légal et nous continuons à dire que si la légalité est respectée au Niger, si le vote a été respecté au Niger, eh bien c'est Mamadou Ousmane qui sortirait gagnant, et pas celui que nous avons aujourd'hui aux commandes de l'État. Voilà. Alors, Emel Guerret, à travers la sortie donc, de la société civile, on appelle aussi au respect de l'état de droit. Est-ce que selon vous, en ce moment, il y a des raisons de douter du respect de l'état de droit au Niger? Bien sûr, puisqu'il y a au moins 400 femmes jeunes qui sont en prison actuellement pour délit d'opinion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce que l'on pense. On n'est pas dans les temps anciens. C'est fini ça. Il faut laisser la population s'exprimer ce qu'il dit. La constitution est claire là-dessus. Dans tous les pays aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne, ça pose un vrai problème. Et ça, c'est une méthode pour déjà empêcher l'opposition ou la société civile de s'exprimer. C'est très clair. C'est pour dire, si vous dites, vous parlez, on vous met en prison. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas en prison pour diffamation ou autre chose. C'est un délit d'opinion et c'est très grave. Et là, je pense sincèrement que ce soit l'opposition, parce que je viens de démontrer que malgré les attenances, le problème est là toujours. Persiste. Parce que lorsque je prends mon co-débatteur et Oumarou, je crois bien, oui, même si son parti a celle de pouvoir aujourd'hui, il appliquera la même chose. Parce que le système le leur permet. Comment comprenez-vous que on organise des élections et qu'on ne respecte pas la volonté populaire? Et ils disent, nous allons contester. On conteste. Les institutions qui sont en place sont déjà dans les mains du pouvoir en place, que ce soit la Cour constitutionnelle, la Sénat ou la CENI, c'est dans les mains du pouvoir. Donc, il ne peut pas espérer autre chose. Ça veut dire quoi? Ils sont aux aguets, et lorsque une élection leur permet, ouvre une faille et qu'ils accèdent au pouvoir, ils répètent exactement la même chose sur l'autre. Je ne peux pas comprendre comment tout le temps la même personne, on l'arrête, on le libère, on l'arrête, on le libère. Je veux parler de Hama Amadou. Je ne sais pas de quoi on l'accuse. Donc c'est le système qui a le problème. Il faut changer ce système-là que nos paternalistes nous ont imposé, pensant qu'on nous donne une certaine liberté. Il faut repenser notre démocratie. Et tant que ces principes, on parle de droit de l'homme, on parle de état de droit.
Mais non, on n'a pas besoin d'un état de droit. Il faut la démocratie au peuple. Parce que cet état de droit, c'est cet état de droit même qui élabore des lois de répression. C'est ça le piège de la situation. Donc il faut laisser le pouvoir véritablement au peuple. Et quand j'entends, c'est tout le monde, c'est pas Oumarou, cette opposition africaine aujourd'hui, mais je dis, mais vous m'excusez Oumarou, je dis, mais quand vous vous asseyez dans vos états-majors, comment vous pensez la politique, comment vous pensez la société, comment vous pensez la République, ça pose un problème. Et aucun de vous, juste là, ne pense que ce système-là, ça n'arrange pas la population. Malgré les nombreuses richesses que l'Afrique contient, la population est encore dans la pauvreté absolue, comme les années 80, comme les années 70. On n'a pas évolué. Et aujourd'hui, il faut dépasser les clivages politiques pour faire des propositions. Et là, vous devez dire à l'État, faites ceci. Si vous allez ce chemin, ça va nous conduire dans le gouffre, surtout en matière de sécurité aujourd'hui, où ce sont les populations civiles qui souffrent. Donc vous devez nous dire à nous, comment est-ce que vous avez géré cette politique-là, cet héritage politique depuis 90 qui n'a rien donné aujourd'hui, et on est revenu en arrière, comme les régimes post-conférençat ou post-démocratique, tout ce que vous voulez. Vous voyez, non? Je parle de conférence pour les pays qui ont fait la conférence, où on nous dit non, il faut retourner aux fondamentaux de la conférence. Le problème n'est pas là, pas du tout. Je ne vois pas la population. Et vous allez constater qu'il y a de moins en moins de taux de participation dans les élections aujourd'hui. Ça veut dire que la population ne se sent plus intéressée. Ce n'est que le jeu des politiques. Et la politique, qu'est-ce qu'elle est au fait? La politique, c'est la nation. La politique doit s'intéresser à la nation, à la société. Et je ne trouve pas cela. Et l'opposition et la mouvance aujourd'hui. Alors, Djibril Oumarou, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un problème au niveau de la façon dont la politique se fait sous nos tropiques? Y a-t-il, je dirais, beaucoup estiment que cette politique-là reflète ce qui a été donc apporté par la nation colonisatrice. Certains estiment que les pays qui ont donc comme nation colonisatrice la France sont moins développés que les pays qui ont comme nation colonisatrice la Grande-Bretagne, l'Angleterre par exemple. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas dans nos démocraties ouest-africaines? Merci, M. Jonas. Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas toujours se réfugier derrière cet aspect de colonisateur et colonisé. Il est temps, quand même, nous sommes en 2021, il est temps de nous dire que nous sommes grands garçons et que nous pouvons nous gérer nous-mêmes. Et si, par exemple, vous prenez le Rwanda, et la Tanzanie, et le Ghana, et le Botswana, il y a des pays qui se sont quand même, qui ont installé une tradition démocratique où le système dont parle l'autre, le système dont parle M. Hamel, où le système est très efficace et qui fait que ça alterne vraiment dans la quiétude et ça fait développer le pays. Parce que si on veut forcer un dauphin, placer quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on a fait quelque part, on a fait quelque chose de pas bien, de mauvais. Oui, on ne veut pas laisser à l'opposant la chance de venir parce que là, il va découvrir ce qu'on a fait de mauvais et ça va nous rattraper dans l'histoire. Et donc, c'est ça le problème en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone surtout. Moi, je pense qu'on doit passer aux alternances. Et on doit regarder ce qui se passe au Ghana, on doit regarder ce qui se passe au Botswana et dans d'autres pays africains et nous dire que vraiment, l'alternance est une chance pour un pays. On ne peut pas continuer à faire ce qui a été fait pendant 30 ans et qui n'a pas marché. Et d'où notre mouvement politique qui n'a que 5 ans, le MPN Kishinkasa. L'autre, c'est tout de suite que même si c'est l'opposition qui vient au pouvoir, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, et bien nous disons non. Nous disons, nous pensons, notre modèle, la conception, l'idéologie, c'est base sur le patriotisme. C'est-à-dire, c'est le citoyen est au cœur de notre politique et de nos projets. Donc voilà, comment négocier les prix des ressources minières, par exemple, pour que les retombées soient justement au profit de la population de manière générale. Des choses, voilà, donc nous ne sommes pas dans la démarche qui consiste à dire que
c'est un parti qui est rigide, c'est un parti politique qui doit faire 30 ans, une dynastie. Non, mais ça, on a dépassé ça. Et il faut franchement que la femme et les jeunes, les femmes et les jeunes, en tout cas qui sont au cœur de notre mouvement politique, et ce sont les couches qui ont été marginalisées dans notre pays. Il faut que ces couches marginalisées-là participent à l'émancipation, au développement et à l'émergence du pays. Voilà comment nous abordons les choses. Donc, ça ne sera pas la même chose si nous arrivons aux affaires, que nous allons répéter ce que sont en train de faire nos adversaires politiques aujourd'hui, qui ont détourné des milliards et des milliards de francs CFA, il faut le dire, qui ont fait la malgouvernance, qui ont mis des gens en prison, qui ne respectent pas le droit de l'homme et qui sont là de manière dictatoriale à imposer une politique qui ne marche pas. Et donc, nous allons sortir de ce cadre-là et demander donc qu'il y ait ce dialogue et qu'il y ait cette ouverture, qu'il y ait cette liberté d'expression, le respect des droits humains dans notre pays. Voilà comment nous comptons aborder la chose une fois aux affaires. Voilà, Djibril Oumarou a répondu sans doute visiblement à certains points que vous avez évoqués tout à l'heure, Emel Guérin. J'aimerais vous demander, par rapport à l'insécurité, on va en parler, c'est un gros nœud, on va le dire, pour actuellement les autorités au Niger. Quelle est votre lecture de ce qui se passe actuellement sur le volet sécuritaire au Niger? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est déployé par le Niger pour répondre à cela, Emel Guérin? Non, personne n'est satisfait. Aujourd'hui, tout est là pour prouver que toutes les actions militaires menées dans le Sahel ont échoué. Je crois qu'il y a 5 forces. Il y a la force Barkhane, il y a la force de l'ONU, la MINUSMA, il y a la Task Force, il y a le G5, je crois. Le G5 Sahel, oui. G5 Sahel. Et toutes ces forces, ça a échoué. J'ai lu un rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel, qui a sorti son rapport, je crois, le 13 ou 14 avril dernier, une coalition qui regroupe, je crois, 48 organisations de la société civile du Sahel et internationale, et qui estime que le problème n'est pas que militaire aujourd'hui, et que toutes les actions militaires ont échoué lamentablement, et qu'il faut donc repenser. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces forces au niveau pour la lutte anti-djihadisme échoué lamentablement. Je vous explique un peu pourquoi. Cette guerre est une guerre asymétrique. Non pas une guerre, nos armées ont été... Voilà, il y a aussi la force de l'Union européenne. Voilà, donc ça fait 5 forces au total qui échouent, où tous les jours, il y a des attaques dans la région. Des intromissions djihadistes tous les jours dans la région. Et donc, pourquoi? Parce que les soldats ou les militaires européens, français, ne sont pas prêts à mourir. Vous allez constater qu'aucune armée étrangère, la plupart du temps, n'a plus jamais réussi dans l'histoire de combattre réellement pour empêcher, pour sécuriser un territoire étranger. C'est très difficile de le faire. S'il n'y a pas des soldats patriotes décidés à le faire, comme le faisait le maréchal du Tchad, c'est juste là la question. C'est une question de détermination, c'est une question de motivation pour les soldats. Donc il faut forcément impliquer aujourd'hui les civils, la population elle-même qui est concernée d'abord. Et cette coalition de la société civile pour le Sahel estime qu'il faut aujourd'hui une politique pour protéger les civils. Et donc, parce que ces djihadistes parfois sont dissimulés dans la population, avec des armes cachées, et quand ça leur permet, et il ne peut pas avoir une attaque djihadiste sans les renseignements. Ça veut dire qu'à l'intérieur même des populations, il y a des gens qui les renseignent pour leur donner la position des forces de sécurité. Sinon, il ne peut pas pénétrer. Donc, il faut accentuer sur le renseignement, forcément. Et vous ne pouvez pas faire des renseignements sans vous intéresser à la population. C'est au cœur de la population. Vous allez constater que les organisations des droits de l'homme ont accusé plusieurs fois les militaires d'avoir tué, d'avoir fait des exactions sur les civils. Pourquoi? Parce que ce sont au sein même de certaines ethnies ou tribus que les djihadistes font des recrutements. Et donc, quand les militaires savent que cette ethnie a pu fournir des militants djihadistes, ils sont attaqués, ils sont stigmatisés. Donc, ça pose un vrai problème. Il faut donc impliquer les autorités locales, discuter avec eux. Bon, même si je ne suis pas trop pour discuter avec les terroristes, il faut quand même voir dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des cadres, surtout de l'État islamique du Sahel,
et de le mouvement du soutien pour l'islam et les musulmans, il y a des cadres parmi eux. Il faut pouvoir voir avec qui on peut discuter et voir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais le danger est que, quelles sont les revendications que ceux-là vont pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qu'ils veulent? Puisque leur première revendication, c'est un État basé sur la charia, c'est un État islamique, ce qui est impossible. Le Niger est un État laïque, le Mali, le Burkina est un État laïque. Vous avez vu récemment les otages qui ont été tués au Burkina. Donc ça sévit. Il faut donc la participation de tous. C'est en cela que j'appelle l'opposition nigérienne à dire qu'est-ce que vous préconisez? Quel est votre projet de société par rapport à la sécurité? Pour le moment, je n'en ai vu aucun. Il faut qu'ils en sortent. Djibril Oumarou, par rapport à la sécurité et l'insécurité au Niger, quelle est votre lecture? Déjà, pourquoi pas de ce qui a été fait jusque-là et de ce qui sera fait dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, sur ce point également, nous pensons que, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, que le dialogue, tout doit passer par le dialogue. En fait, le gouvernement a échoué sur le plan sécuritaire et à chaque 2-3 semaines, il y a des incursions de gauche à droite où des paisibles populations sont abattues et là, il y a un problème. Donc, nous pensons que les ressources qui sont allouées pour la question de sécurité doit être bien gérée. Parce qu'il y a un problème, il faut le dire. 76 milliards ont été détournés, reconnus par le gouvernement sortant, le gouvernement de Mahamadou Issifou, que cette manne-là a été détournée. Une grande somme qui devrait être justement mise donc, au service des forces de défense et de sécurité pour les armements, pour la formation, pour bien combattre le terrorisme. Donc, si des gens se permettent à détourner de l'argent qui est censé sécuriser la population, moi je pense que c'est un échec du gouvernement, le gouvernement sortant, et c'est là étant dit. Donc aujourd'hui, c'est là que nous avons en place, ce n'est que, si vous voulez, Bazoum Mohamed n'est que l'albatros qui est au cou du Nigérien et à la gorge du Nigérien. Donc c'est un produit du système du président Mahamadou Issifou, et nous pensons que c'est la même politique qui va continuer, la même démarche, la même stratégie. Lui-même, il a dit, son slogan de campagne était de consolider et d'avancer. Mais avancer où? Là où il n'y a aucune sécurité, où les gens meurent comme ça. Et donc, il faut d'abord amener toutes les parties prenantes à une table de négociation, voir comment, avec l'opposition, comme je l'ai dit, parce que c'est ça, malheureusement, en Afrique et au Niger en particulier, l'opposition est toujours mise. On ne peut pas continuer à mettre au banc la société civile et l'opposition. Il faut les amener donc, dans le dialogue, il faut négocier et travailler ensemble pour une bonne politique sécuritaire du pays. Parce que quand vous vous confrontez à une situation sécuritaire très ardue et que de l'autre côté, vous avez des opposants, la société civile sur le plan social, sur le plan politique, tout est en chambardement, et bien, ça risque de rendre le pays plus fragile. Donc, d'où notre appel donc, au dialogue et comment on appelle ça, faire en sorte que toutes les parties prenantes soient non seulement considérées, respectées, mais aussi inclus dans cette démarche-là. Et nos opinions, nous de l'opposition, doivent être prises en compte également. Voilà ce que nous pensons par rapport à ça. Alors, Djibril Oumarou, il y a eu plusieurs fois au Niger des manifestations contre notamment en griffe les bases militaires occidentales. Beaucoup estiment que ces bases-là doivent fermer. Est-ce que vous êtes aussi passionné que cela? Est-ce que vous partagez cet assentiment des populations-là? Que reproche-t-on concrètement aux bases militaires étrangères et occidentales dans nos pays? Bon, là, ça risque de sortir sur le terrain politique et rentrer dans la question, donc, si vous voulez, bilatérale ou multilatérale entre notre pays et les puissances étrangères. Nous disons tout simplement que nous comprenons un peu l'inquiétude de la population, parce que à quoi bon d'avoir ces bases-là si l'insécurité ne cesse de s'intensifier dans le pays.
Et donc, si nous avons les drones au niveau de l'aéroport de Niamey qui sont censés nous passer l'information et que l'information ne tombe pas au niveau de l'armée, au niveau des forces en présence pour justement faire face à cette insécurité-là, eh bien, il y a des gens qui doutent même s'il n'y a pas de complicité quelque part. Donc, nous ne disons pas, nous, en tant que structure politique, que toutes les bases militaires doivent partir, mais nous disons qu'il faut une bonne coopération. Il faut que ces bases-là nous soient utiles, en fait. Voilà ce qu'il faut. Il faut que cela soit utile. Et l'utilité des bases militaires étrangères, c'est justement donc de partager l'information et de nous aider à une fois pour toutes d'éradiquer donc ces fléaux-là qui est le terrorisme dans le Sahel. Voilà ce que nous pensons par rapport à ça. Alors, Emel Guérin, la question des bases militaires, c'est une question récurrente au Niger. Il y a eu plusieurs manifestations. Il y a, comme qui dirait, un braquage. Les populations estiment qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un sentiment que vous comprenez? Ce n'est pas qu'au Niger, il y en a eu au Mali, il y en a eu dans d'autres pays, le Burkina Faso aussi, où les gens sont sortis pour dire il faut arrêter cela. Cela repose la question fondamentale de systèmes post-coloniaux dont je parlais tout à l'heure. Et Oumarou ne sent pas encore, enfin, je ne sais pas si il fait semblant de ne pas pouvoir traiter de la question pour plaire. Pourquoi? Parce que fait ces forces extérieures-là? Que font ces bases-là? Ils n'ont rien à faire là. C'est l'Afrique. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais c'est simple. Le maréchal du Tchad disait, s'ils veulent vraiment aider, ils n'ont qu'à aider financièrement et nous laisser gérer notre sécurité. Et puis, c'est son armée, vous savez qu'elle est réputée chantre de la lutte contre le djihadisme, même si ce n'est pas de façon totale, mais au moins ces militaires étaient déterminés à aller au front, étaient prêts à mourir pour la sécurité. Donc c'est fondamental. Comment vous pouvez comprendre? La seule force qui est africaine, c'est le groupe G5. À part ça, l'ONU est là, les Français, Barkhane, et puis les Européens sont là. Et puis ça ne donne rien. Il ne peut pas vous venir. Et je me dis, mais tout cet argent-là, qu'il remette aux armées, s'il veut vraiment aider, on ne veut pas qu'ils viennent mourir. Pour nous. Mais au Niger, par exemple, l'argent a été détourné. Si vous mettez l'argent, c'est ça la question, c'est ça le vrai problème. À la disposition des États, l'argent passera forcément dans des poches. Ce sont les alliés. J'ai suivi une interview du président actuel, Bazoum, Jeune Afrique, où le jeune lui posait la question, mais tout le monde dit que vous êtes l'homme de la France. Ça veut dire qu'on entend dire ça. Mais si c'est leur homme, ils n'ont qu'à le discipliner pour que l'argent ne soit plus détourné. Il faut intéresser les militaires, les militaires même dedans. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de cette coalition du Sahel, de la société civile du Sahel, et dans leur préconisation, ils ont parlé de l'impunité. Et cette question, il faut régler cette question d'impunité. C'est une question fondamentale. C'est fondamental. Parce que lorsqu'on dispose à sa guise, à son gré, les fonds alloués pour la sécurité, c'est les civils qui sont exposés. Mais l'ancien régime a reconnu, par exemple, qu'il y a eu des détournements à hauteur de plus de 70 milliards au niveau du ministère de la Défense. Qu'est-ce qui montre que si des fonds sont alloués, comme vous le demandez, si la France ou l'Union européenne, les Nations unies mettent des fonds à disposition de ces États-là, qu'est-ce qui montre que ces fonds peuvent être bien gérés? Oui, c'est ça. C'est pourquoi je parle du système. Le système est fait ainsi, pour fonctionner ainsi, et ça a échoué. Il faut donc sortir ce système. Parce que, mon cher Oumarou, ne vous désabusez pas. Vous savez très bien que tout ce qui se passe en Afrique francophone est vu d'abord par la France d'abord. Et ça, c'est clair. Le système de démocratie que nous appliquons, ça a été décidé à Bâle. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Ça veut dire que c'est la France qui détermine pour nous la politique que nous devons appliquer. Nous l'avons essayé depuis 30 ans. Nous constatons aujourd'hui qu'elle a lamentablement échoué. Donc il faut changer de cap. Tant que le système sera ainsi, parce que lorsque quelqu'un vient au pouvoir aujourd'hui, personne n'a plus envie de quitter le pouvoir. Personne ne veut plus perdre le pouvoir. Et donc on instrumentalise les institutions de la République qui sont en place déjà, qui sont légales aujourd'hui, pour brimer l'opposition, pour brimer la société civile, pour s'imposer au pouvoir, pour rester au pouvoir. Parce que les constitutions, nos constitutions même, prévoient en leur sein qu'on peut les réviser. À partir du moment où on peut les réviser,
c'est légal ce qu'ils font. Donc je peux réviser quand je veux et comme je veux. Et comme il n'y a pas des opposants bien organisés, comme ce que je constate chez les Nigériens, parce que si je ne me trompe, la Constitution nigérienne n'a pas prévu une autorisation pour marcher. Il faut informer les autorités. Peut-être qu'il va me démentir. À partir de ce moment, organisez-vous avec la société pour aller faire des marches pacifiques. Oui, mais les gens sont automatiquement gazés, arrêtés, jetés en prison. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y en a plus de 400 qui sont arrêtés. Il ne faut pas démordre. Vous ne pouvez pas vouloir... Ah, donc vous appelez, vous demandez à la population d'aller servir Djerakano, c'est ce que vous recommandez? Mais pas du tout. Puisqu'il est toujours dans la logique du combat. Il vient de dire que son parti est créé à peine il y a 5 ans. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vouloir conquérir le pouvoir d'État sans vous baser sur la population, sur ceux qui vont vous élire. Alors lui, il pense aller comme... Parce que lorsqu'un pouvoir se dirige, il n'y a que la population pour lui dire non. Quels que soient les prix à payer, quels que soient les sacrifices à faire. Maintenant, l'histoire va prendre acte. Donc, en face d'un pouvoir qui gaze, qui tue sa population, au lieu d'aller tuer les djihadistes qui menacent tout le monde. Et dans les rapports que j'ai lus, dans plusieurs États, il n'y a que les capitales qui soient véritablement en sécurité. À part ça, toutes les zones rurales sont en insécurité. Alors quelle est cette politique, cette armée-là, qui espère dans la brutalité envers sa population et est capable de faire face réellement aux vraies menaces-là des gens qui ont des armes à la main? Que constitue le terrorisme? Djibril Oumarou, allez-y. Oui, en fait, je pense qu'il faut un peu recadrer les choses. Lorsque vous dites que la Constitution... en tout cas, stipule que toute marche doit être légale et on doit déposer donc une demande de marche. Ça a toujours été le cas, mais sauf qu'à chaque fois quand on demande une autorisation de faire une marche pacifique, je dis pacifique, et cette requête, cette demande a toujours été rejetée. Donc, ça fait, comme je l'ai dit au début, plus de 15 mois qu'il n'y a pas une marche pacifique au Niger. Et ça, c'est un. Maintenant, très rapidement, je vais revenir par rapport aux questions. Il y a un point là que j'aimerais faire par rapport aux armées et les bases militaires. Et la France est au Niger, la France est en Côte d'Ivoire, la France est au Sénégal, la France en Centrafrique, au Gabon, à Djibouti et au Tchad. Mais vous voyez, mais ça, c'est un problème général. Je suis totalement d'accord qu'on doit revoir cette façon de faire là. Et je pense que on peut, comment on appelle ça, mettre toutes ces ressources-là dans les mains des gouvernants locaux et ils vont s'en charger. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais là où ça fait mal, en fait, le pire, c'est que dans le cadre du Niger, on a parlé d'un gouvernement qui a détourné 76 ou 71 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce que la France et d'autres puissances ont fait? Ils sont revenus encore dire à ce gouvernement-là, le gouvernement lui-même a reconnu à la télévision, ils ont dit, il y a eu des détournements au niveau du ministère de la Défense. Et maintenant, les puissances-là viennent encore faire allégeance à ce même gouvernement-là. Ok, continuez, nous sommes avec vous. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a détourné même un franc est-ce qu'on peut avoir confiance et leur dire, continuez à gérer le pays? Ça n'a aucun sens. Et donc, moi, je pense que quelque part, il y a une complicité et qu'il faut pouvoir déjouer et dire la vérité aux gens. On ne peut pas continuer à faire croire que les mêmes recettes vont produire d'autres résultats. Et ça risque de s'empirer, comme je l'ai dit pour nous, à l'opposition. M. Bazoum Mohamed est un pur produit de la gouvernance de Mahamadou Issifou. C'est une continuité. Et nous sommes inquiets par rapport à la gestion de notre pays, surtout à la question sécuritaire. Donc, c'est ce que je voulais apporter par rapport à ça. Djibril Oumarou, on a vu des purs produits de certains chefs d'État prendre le pouvoir et se retourner contre leur ancien chef, entre griffes, leur formateur. Actuellement, je ne vous cache rien en vous disant qu'en Mauritanie, à côté, il y en a un qui a maillé parti avec la justice de son pays alors qu'il était tout puissant il y a quelques mois, quelques années. Je ne vous cache rien en parlant de l'Angola non plus. Rien ne dit que Bazoum Mohamed ne va pas s'affranchir de ce que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui.
Non, mais écoutez, nous pensons que ces partis politiques qui sont au pouvoir, le PNDS, Tareya de Mohamed Issoufou et de Bazoum, c'est devenu un clan, une sorte de mafia. Et ce sont des anciens amis qui ont fait 30 ans dans l'adversité politique, dans l'opposition, et qui se connaissent bien. Et nous ne pensons pas à cette façon-là. La meilleure solution serait de dire que ces gens-là ont posé des actes graves, qu'on ne doit pas encore les porter au pouvoir. C'était la meilleure solution, de faire des élections libres et transparentes. Et si les Nigériens qui ont été victimes de tous ces scandales-là, en tout cas, donnent confiance à ce régime-là, mais là, tant mieux, on comprend, parce que c'est la démocratie. Mais si la population rejette ce régime et que ce régime est forcé et on nous impose ce régime, là, c'est un problème. Et voilà, donc je sais très bien qu'en Mauritanie, en Angola et ailleurs, il y a eu du retournement de veste, mais je ne connais pas très bien la situation interne en Mauritanie. Peut-être des règlements de compte, je n'en sais rien, parce que ce président, c'est un militaire, il était le ministre de la Défense avant de devenir président. Mais là, nous faisons face à des civils et qui sont, comme je l'ai dit, comme une sorte de clan, de cénacle entre eux, et qui ne sont pas prêts à abandonner ce pouvoir-là. Nous craignons une dynastie au Niger, au-delà de Bazoum, parce qu'il y a le fils du président qui est là, qui a été récemment nommé ministre du pétrole. Et voilà, donc nous aimerons bien que la transparence, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains, la liberté d'expression, toutes ces valeurs-là reviennent dans notre pays. Voilà ce qu'il nous faut, et que de jouer à la tombola, que bon, peut-être celui qui a été mis qui est devenu président pourra retourner sur son ancien mentor et lui faire du tort. Ça n'arrangerait pas le pays. Ce qui arrangerait le pays, c'est d'avoir une démocratie claire et nette. Et comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait dans d'autres pays qui alternent pacifiquement. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même de bons élèves sur le continent. Pourquoi est-ce qu'on ne les copie pas, les bons élèves? Voilà. Le Ghana, par exemple, il y avait plus de 70% de taux de participation. Les gens étaient aux urnes. À midi, déjà, il y en avait qui étaient dans leur marché pour ouvrir leur boutique, travailler normalement. Qu'est-ce qui cloche dans certains États? Oui, c'est ça le problème. Vous constatez que ce dont nous parlons, l'apanage des pays francophones. J'insiste là-dessus. Bon, il y en a quelques pays anglophones qui sont un peu dans le désordre, mais les pays francophones en sont champions. La Centrafrique, c'est contesté, actuellement en rébellion. La Côte d'Ivoire, en crise. Le Bénin, en crise. Le Tchad, la Guinée, ainsi de suite. C'est de trop. Le Mali, en crise. Le Niger également. Donc ça pose un réel problème de cette politique des pays francophones. Qu'est-ce que nous voulons? Et mon cher Oumarou, en tant qu'opposant, j'ai constaté qu'il n'a pas voulu aborder les solutions par rapport à la crise sécuritaire. Et là encore, quand il me parle de la corruption, qu'est-ce que, en tant que politique, en accord avec la société civile, on peut faire ce qu'ils ont demandé à faire une marche pour soutenir le président. Parce que tout ne peut pas être mauvais dans une gouvernance. C'est pas possible. Il y a quand même le gouvernement, à la différence des autres États du Sahel, je crois que le Niger a réglé la crise communautaire. Parce que les djihadistes surfent aussi et provoquent des crises communautaires. Sur des bases communautaires. Absolument. Donc, le Niger a réglé. Et avec la rébellion Touareg, tout ça a été réglé. Donc, il ne reste que la lutte anti-djihadiste qui est le vrai problème. Est-ce que les politiques comme Oumarou et leur CAP 20, je crois, quelque chose comme ça, avec la société civile, a demandé à faire une marche pacifique pour soutenir le président, parce qu'il y a des arrestations. C'est le pouvoir en place mais qui a dénoncé ces faits de corruption. Pour dire, écoutez, il faut les traduire en justice, il faut forcément mettre la pression et dénoncer, tout le temps dénoncer. Je ne sais pas si cela a été fait, parce que lorsque ces fonds pour la sécurité ont été détournés, je crois savoir, il y a près de 2490 morts déjà, Burkina... depuis 2017, Burkina, Mali, Niger. Ça pose un réel problème. Et 2 millions de réfugiés ou de déplacés, 9 millions qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Et qu'est-ce que l'opposition propose par rapport à cette aide d'humanité d'urgence? Vous voyez votre population en train de souffrir comme ça. Il faut que vous régliez ces questions-là avant de penser réellement à la conquête du pouvoir. Parce que quand les gens sont dans une telle situation, ils ne peuvent pas aller voter.
Quand ces zones rurales sont en insécurité, sont pris en main par les djihadistes, il ne peut pas avoir de vote sur tout l'étendue du territoire national. Donc c'est de réelles questions que, en tant que civils, nous posons aujourd'hui. Je ne suis pas sûr s'ils parviennent aujourd'hui au pouvoir, ils vont être extraordinaires en matière de gestion économique, de gestion financière. C'est le système qui favorise ça, et chacun, quand il vient au pouvoir, il ne sait pas quand il va quitter le pouvoir, et on se dit rapidement, il faut travailler à sécuriser. Pouvoir, parce que vous voyez aujourd'hui, presque tous ces chefs d'État sont ceux qui en avaient, tous ces chefs d'État, quand je prends le cas du Gabon, du Tchad, un peu partout, sauf la Centrafrique, sont pourris d'argent. Ils sont extrêmement riches. Et bien, ça pose un gros problème. Djibril Oumarou. Oui, et en fait, moi, je pense qu'on ne peut pas juger un livre par sa couverture. Donc, nous ne sommes pas aux affaires, nous, de l'opposition. On ne peut pas nous faire un procès. Mais c'est que je crois, en fait, sur place, au pays, il y a des ONG de défense des droits de l'homme, comme Publier ce que vous payez, Tournons la page, chapitre Niger, et Amnesty International, l'Eurotab. Et il y a pas mal d'ONG de droits de défense des libertés et autres. Et à chaque fois quand ces ONG-là demandent de faire une sortie pour marcher, protester contre X ou Y ou une affaire ou une autre, et la marche est catégoriquement refusée. C'est ça le problème. Et même chose au niveau de l'opposition politique. Lorsque l'opposition, dans le cadre de la CAP 2021, nous déposons des requêtes pour faire des marches pacifiques, ça a toujours été refusé aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de démocratie là où le droit élémentaire de liberté d'expression n'est pas respecté? Là où on ne peut pas vous reconnaître votre droit de dire ce qui ne va pas dans le pays. Donc, on veut tout camoufler. Et ils ont créé la Halcia, qui est une haute autorité chargée donc de la corruption et des crimes, et avec un numéro vert. Si vous voyez quelque chose, appelez, dites-nous ce qui se passe, alors que c'est eux-mêmes qui font les détournements. C'est eux-mêmes qui posent les mauvais exemples pour le pays. On a 22 millions d'habitants au Niger. Les gens nous disent, écoutez, le président Mahamadou Issoufou a bien fait parce qu'il a quand même fait l'alternance, il a passé le pouvoir à un civil, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est bien de passer le pouvoir à un civil. Et moi, nous disons même peut-être qu'il l'a fait parce qu'il a vu ce qui était arrivé à son prédécesseur, Mamadou Tanja. Et donc, il ne suffit pas de donner le pouvoir à un civil, mais de quel civil il s'agit et de quelle façon. Et c'est ça toute la question. Il aurait dû partir par la grande porte en organisant des élections inclusives, transparentes, régulières et correctes. Et donc l'opposition allait prendre le téléphone et féliciter le gagnant. Ça n'a pas été le cas. Donc vous voyez ce que nous disons. On ne peut pas s'adosser à une puissance étrangère pour imposer un candidat et espérer gouverner dans la tranquillité. Il y aura toujours des couacs et ça n'augure pas des lendemains meilleurs pour notre pays. Voilà l'inquiétude par rapport à cette situation, si vous voulez. Voilà, il y a aussi la situation de l'opposant à Mahamadou. Je reste avec vous, Djibril Oumarou. Quelle est-elle en ce moment? Visiblement libérée pour aller se faire soigner en France. Quelle est la situation? Oui, aux dernières nouvelles, M. Mahamadou se trouverait en France. Je n'en sais rien parce qu'il est dans un autre parti politique, autre que le mien. Donc, je ne peux me prononcer là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que la coalition CAP 2021, auquel appartient son parti et d'autres partis de l'opposition, ont, depuis le premier tour, en tout cas, apporté leur soutien à M. Mamadou Ousmane, qui était le candidat au deuxième tour. Et jusque-là, si vous voulez, nous sommes victimes de la répression et puis, si vous voulez, de la force qu'exerce le gouvernant actuel pour quand même réprimer et museler en fait toute l'opposition. Donc notre marge de manœuvre est très réduite et nous cherchons si vous voulez, à vivre politiquement par là, et à nous exprimer, à dire ce que nous pensons, mais c'est très très difficile
dans ce contexte-là. Parce qu'à chaque fois, on nous brande justement la question sécuritaire pour nous dire, voilà, on pose cette action parce qu'on va faire un couvre-feu parce qu'il y a un problème de sécurité. On va faire couvre-feu parce qu'il y a le Covid-19. Voilà, donc on trouve des alibis pour continuer à museler l'opposition, à restreindre les libertés publiques. Et c'est un problème fondamental au Niger, M. Jonas. Voilà. Alors, Oumarou Dogari Moumouni, proche donc de l'opposant Mahamadou, vient d'être élu maire de Niamey. Rapidement, un commentaire là-dessus, ce sera la dernière question pour vous. Oui, c'est quand même une lueur de bonheur pour Mahamadou, qui suit actuellement une bactérie de soins à Paris, à l'hôpital américain de Paris, et que son poulain prenne les rênes de la capitale. C'est bon, sur 45, et je crois qu'il a obtenu 25 voix. Tout à fait. Contre 20 du parti du président en place aujourd'hui. Monsieur Oumarou, c'est quand même la démocratie qui est en marche, n'est-ce pas? C'est la démocratie qui est en marche, on peut saluer cela. Ce que je peux aussi dire là, c'est que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais, et je voudrais demander, en faisant mienne les revendications, les aspirations du peuple nigérien, que est-ce que M. Oumarou, quand il va accéder au pouvoir, je lui souhaite vivement, il est jeune, est-ce qu'il va faire partie de la force française, les forces étrangères du Niger? Est-ce qu'il va faire sortir le Niger du CFA? Parce que ce sont les aspirations du peuple nigérien. Il faut que les politiques écoutent la population, écoutent leur peuple. Et se positionnent clairement sur ces questions-là. On vous aura compris. Djibril Oumarou, vous allez répondre, si vous voulez, à ces questions-là. Et chuter, parce que ce sera votre mot de fin aussi. En tout cas, merci de m'avoir invité sur le plateau. Par rapport à cette question, je pense que toute aspiration d'un peuple et toutes les attentes du peuple doivent être scrutées et considérées. Donc, moi, je pense que ce sont des choses qui sont faisables. Je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, qui est un peu glissant quand même, parce que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie et beaucoup de sensibilisation, parce que bon, c'est tout un peuple, c'est toute une sous-région. Et si on parle du franc CFA, et c'est toute la région, tous les 14 pays qui utilisent ce franc CFA-là, qui doivent un jour sortir de ce cadre-là et pouvoir donc s'émanciper et avoir leur propre monnaie. Mais sur le plan, le dernier mot sur le plan politique, nous espérons, en tout cas, ce que nous disons par rapport au gouvernant, c'est que aujourd'hui nous vivons les stigmas de la gouvernance de Mahamadou Issifou. Et comment on appelle ça, chaque régime, aussi fort qu'il soit, finira un jour. Et nous craignons que ces régimes-là laissent beaucoup de plumes en quittant un jour, et les Nigériens s'en souviendront très amèrement. Voilà ce que nous disons par rapport à la situation. Voilà, vous êtes Djibril Oumarou, directeur de communication du MPN Kinshasa. Votre parti est arrivé 4e au premier tour de la dernière présidentielle au Niger. Vous êtes également secrétaire général du cadre Debout Niger Debout, un cadre donc qui regroupe des organisations politiques et des mouvements au niveau de la diaspora nigérienne. Un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, un habitué de nos plateaux. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Un débat qui était un débat technique sur sa situation actuelle au Niger. Des propositions ont été faites. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur SICA.